l'administration Trump disait que c'était une menace nationale, là, qu'un cloud, qu'un Anthropic et Claude, la technologie Claude, ne soit pas livré à 100% au gouvernement. Donc, c'était vraiment un gros problème pour eux. Euh, ça, ça l'a amené au final quelque chose de quand même assez intéressant comme phénomène. C'est que là, il y a beaucoup de gens qui ont vu ça aller, beaucoup de simples petits citoyens comme toi et moi qui payent le 20$ US par mois pour avoir ChatGPT, qui se sont dit, écoute, moi, si c'est pour être de même, j'ai pas de fun, là. ChatGPT, je l'utilise depuis le temps de la pandémie quasiment. Puis là, ben, ce serait peut-être le temps de réviser un peu où je mets mes billes par rapport à l'intelligence artificielle. Mhm. Et je rajoute même à ça que on avait ce qui rajoute à la polémique, là, c'est qu'il y a aussi, en plus de tout ça, un des dirigeants de chez OpenAI qui s'appelle Greg Brockman, qui aurait aussi qui a fait un don de 25 millions de dollars à l'administration Trump récemment. Fait que mettre tout ça dans le même melting pot, ça fait que la grogne des citoyens qui utilisent ChatGPT est omniprésente et ça a amené une grosse révolution qui est le hashtag QuitGPT. Que- Bon Bon matin, matin, Jonathan. Simon. Ah, ah, je t'ai pris de quoi? Habituellement, c'est le temps tout le premier. J'ai dit, un matin, je vais le coincer, voir comment il va réagir. Fait, fait que, Mais ben, bon matin, Jonathan. bon matin. Yes. Hey, écoute, ouais, on se fait un petit tech review ce matin entre certains épisodes avec invités. Quelques sujets d'actualité qui brassent dans les dernières semaines. On veut peut-être commencer par parler de Apple avec le nouveau MacBook Neo qui est sorti dernièrement. Joe, as-tu vu ça passer? Ben oui, c'était inévitable, là. Ça a quand même pris beaucoup d'espace sur la toile. Fait qu'on a vu là vraiment les gens, premièrement parce qu'évidemment l'appareil en soi a un très beau design, c'est joli. On arrive vers on est habitué au MacBook comme on le connaît dans les dernières années avec les couleurs plus classiques. Fait que là, on arrive avec le Néo, pardon. Puis là, on a des couleurs vraiment plus flash, et cetera. Puis une promesse d'un prix beaucoup plus abordable. Donc, ça en prenait pas plus dans un moment où justement on s'attend plus qu'à ce que les appareils coûtent plus cher, d'arriver avec une nouvelle avec un Mac maintenant avec un prix un petit peu plus accessible, ben, ça a fait jaser ça. Certains, ce que je disais, certains disaient que c'était un peu, on est dans la talle aussi des Chromebooks, là, parce que Ouais. il y a une couple d'années, les Chromebooks qui, pour ceux qui ont peut-être pas suivi à balle, là, c'était ni plus ni moins qu'une tablette roulant Android, mais en mode laptop, là, qui est sortie, qui était avec une promesse d'être pas cher, permettant de 100% Internet, là, tu sais, c'est pas trop d'installation de trucs local. Fait que certains ont comparé un peu ce nouveau Mac OS, ben, ce nouveau Mac là, pardon, MacBook Neo à Chromebook là, qui était sorti il y a quelques années déjà, là, puis qui roule Ouais, je encore pense. très bien là. Ouais, puis je pense que littéralement, c'est la stratégie derrière ce produit-là, c'est de s'attaquer au fait que le Chromebook est devenu comme l'appareil low cost qu'on retrouve entre autres dans le milieu scolaire, et cetera. Donc, tu sais, je pense que c'est vraiment exactement ce marché-là que Neo attaque, là. Puis peut-être même ben, on en parlait un peu avant d'entrer en ondes, là, la stratégie aussi, puis on en a parlé aussi précédemment dans d'autres épisodes, mais tu sais, est-ce qu'il y a des gigantesques révolutions qui se passent nécessairement chez Apple? Pas nécessairement, là. On en a parlé il y a quelques épisodes comme étant un peu la compagnie qui surfe sur son beau succès, on va pas se le mentir. La qualité des produits est là, la qualité logicielle est là, mais tu sais, on révolutionne plus nécessairement la planète tant que ça. Fait qu'on réusine certaines affaires, puis on surfe sur ce qu'on fait déjà très bien là, ici, là. Ouais, ouais, absolument. Puis, tu sais, comme on jase un peu off record et toi et moi, ce que je disais, c'est que, tu sais, il y a comme un genre de cycle chez Apple qui est, on dirait, de plus en plus prévisible. Ouais. Tu sais, jadis, il y a eu le MacBook, MacBook Pro, on s'est lancé ensuite vers le Air, puis on a enlevé les MacBooks classiques qui reviennent, mais maintenant, on dirait un petit peu plus avec la forme Neo. Oui, Exact. peut-être avec cette promesse-là d'un OS qui est finalement le macOS, qui a un peu une attaque directe, comme tu le dis, au Chromebook, donc le système, et cetera. Donc, mais on dirait qu'on est comme, je disais à la blague, OK, bon, on est à la veille de ressortir l'iPod.
Mais, Mmh. tu sais, on sent pas là depuis un certain temps chez Apple, là, à part le Vision Pro, là, il y a rien de nouveau là à se mettre sous la dent, là. Ça commence à presser, là, tu sais, est-ce qu'Apple est en train de juste devenir une compagnie qui va juste, comment dire, stagner un peu où elle est ou justement là, ils travaillent sur quelque chose? Il me semble qu'il commence à être temps qu'on entende parler un petit peu plus d'eux que pour autre chose que pour l'iPhone puis pour les MacBooks, mettons, là. Bon, ben, je te disais, amener quelque chose de peut-être un peu, pas nouveau, mais, quelque chose qui est tombé sur mon feed, ce matin. Je vais présenter mon écran à l'instant. Attends un petit peu. TikTok Live. Donc, tu vois la page, TikTok de Apple. Apple, il y a quelques jours, ont supprimé l'entièreté de leurs vidéos sur TikTok, et ont résumé ça seulement qu'à quelques vidéos et ils changent vraiment de là, on est dans regarde, ici, on est les codes de TikTok où, Lynn appelle un citron. Heu, Tu vois, je l'écoute en live pour la première fois avec toi. C'est pas mal ça qui se passe dans cette vidéo-là. Heu, une vidéo où on montre simplement un petit logo, un peu changé un petit peu. Dernièrement, donc, ils Ouais, ils ont ont animé Finder aussi, là, qui est comme qui a fait un peu le buzz parce que le personnage, s'est ramassé un peu, partout, là. exactement, exactement. Mais ils revoient on parle on parle de que ça il nous rebalance un peu la même chose, d'année en année, mais là, on semble, je ne sais pas ce qui s'en vient, mais l'équipe marketing revoit un peu la manière dont ils font les choses, bon, avec cette espèce de grosse poche à laptop, derrière. Donc, on dirait que l'équipe marketing a décidé de jeter poubelle un peu là, le: «Voici notre nouveau produit, meilleur spec, le meilleur processeur, meilleur écran». Non, on change un peu notre tactique marketing sur les réseaux sociaux au niveau d'Apple. Ça se passe dans ces jours-ci, donc sachez-le. Est-ce que ça va amener un vent de changement plus grand que juste sur les réseaux sociaux? Je ne sais pas. Mais il y a ça qui se passe présentement pour Apple. Ben, c'est spécial, tu sais, même le Finder qu'ils ont animé dans un personnage et tout, c'est comme je trouve ça vraiment étrange, tu sais, pour moi, ça sonne creepy, là. Tu sais, je veux dire, Ouais. je sais pas, j'ai comme: «Ah ouais, OK, c'est ça le nouveau buzz, on essaie d'animer ce personnage-là». Je suis comme étonné, là, tu sais, je fais: «Ah, c'est une drôle d'approche». On sait pas vraiment où ils s'en vont avec ça. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire dans les prochaines étapes, là. Ouais. C'est curieux, Vraiment ça nous laisse sur notre faim un peu de voir qu'est-ce qui se passe là, tu sais, hormis un ancien Mac, qui était rendu une petite trousse à bloche là, je veux dire, on va aller où avec ça là? Mais on s'inscrit vraiment dans les codes de TikTok en ce moment avec la génération actuelle là, je dois dire là. parce qu'effectivement, comme tu dis, ils mettent la barre haute là, avec un peu ce qu'ils viennent de faire en termes de vidéos. Tout ça comme s'ils préparaient quelque chose, fait qu'on a hâte de voir. Je pense que maintenant, il faut qu'ils livrent quelque chose. Très, très, Exact. à suivre, à suivre. Exact. Je nous amène sur, notre premier sujet plus, croustillant qu'on voulait, traiter aujourd'hui. Depuis, quelques jours, en fait, il y a ce que je vais appeler, une exode, de ChatGPT. Donc, il y a un très gros mouvement qui se passe présentement, qui s'appelle, un petit peu, qui s'appelle QuitGPT. Donc, il y a, on se rappelle, en fait, je vais dépeindre un peu le portrait, les technologies d'intelligence artificielle en ce moment. Il y en a plusieurs qui, sont sur, j'ai écouté la Formule 1 hier, il y en a plusieurs qui sont sur, la ligne de départ, qui veulent tous, gagner le grand prix de l'intelligence artificielle. Il y a Gemini chez Google, il y a, ChatGPT chez OpenAI, on a aussi, Claude chez Anthropic. Ouais. On a Perplexity qui en a un autre qu'on entend un peu moins parler, mais qui fait un très bon travail aussi. Euh, Tout le monde connaît ChatGPT en ce moment, mais là, notre épisode cette semaine va être un peu plus à saveur politicale, politico, parce que chez nos voisins du Sud, il y a beaucoup de choses qui brassent et la guerre en Iran qui a été déclenchée il y a quelques semaines Jour, déjà, un jour, là, c'est 10 récent. jours. 10 jours, 10 jours. On dirait que ça fait si longtemps déjà. Je lisais ça ce matin parce que justement, une personne qu'on a eue ici, Jean-Gabriel Talbot-Lachance, est au Qatar. Donc, Oui. lui était directement en plein milieu, là. Donc, je lisais qu'il avait réussi justement à partir du Qatar. Donc, écoute, c'est drôle de voir à quel point
ça peut toucher des gens qui sont proches de toi ou des gens que tu connais, là. Fait que c'est pour ça que je connais bien le 10 jours parce que je suis depuis qu'il a commencé à publier, là, justement, un peu des photos puis un peu qu'est-ce qui se passe là-bas depuis les 10 derniers jours, à tous les jours. On salue Gabriel, puis on lui souhaite de revenir en une pièce au Canada, puis Ouais, que tout ça soit derrière lui, parce que moi aussi, en effet, je voyais ces vidéos qu'il postait, puis ses chroniques à TVA et dans divers médias pour exact. relater la réalité d'un Québécois à cet endroit-là. Fait qu'on lui souhaite que ça vire bien tout ça de son côté. Donc, bon, la guerre, c'est pas une raison de se faire mal. C'était ça la quote dans c'est quoi le film déjà? C'est La guerre des tucs. Exact, ouais. La guerre, c'est pas une raison de se faire mal. L'utilisation de l'intelligence artificielle est accrue dans ces guerres-là en ce moment. Et on a vu dans les derniers jours que, ben, on le voit ici, le prix de l'éthique, comment le Pentagone a déclenché la chute de ChatGPT. Euh, on, on a en fait le président américain, Trump, qui a demandé d'avoir accès quasi carte blanche à certains IA qui sont détenus par des Américains. Donc, il y a Claude qui est Claude Code, Claude Point, là, l'AI de Claude chez Pas Anthropic. Claude Poirier, là, tu sais. Pas Claude Poirier, OK. Claude d'Anthropic, 10-4. Claude était un AI qui était en vue pour être utilisé pour plusieurs tactiques militaires, plusieurs systèmes d'intelligence de l'armée au niveau du Pentagone. Mais il y a quelques jours, ça s'est joué il y a vraiment pas longtemps. Donc, Trump demandait un accès total et sans restriction là, à cette AI-là. Et on a vu en fait que le CEO, c'est pas sa face qui est là, mais c'est son nom, là, Dario Amodei, qui voulait en fait, ne voulait pas donner à 100% son AI aux États-Unis. L- le gros point, là, tu sais, le gros point derrière tout ça, c'est que si tu donnes à 100% ton AI qui va être capable de, tu sais, tu mets carte blanche là-dedans, qu'est-ce que l'administration Trump va faire avec ça? Qu'est-ce que le Pentagone, l'armée va faire avec ça? Ben, ça peut rapidement faire boule de neige puis être utilisé à très mauvais escient, que l'AI soit utilisé pour notamment prendre des décisions sur la vie ou la mort de quelqu'un sans même qu'il y ait un humain qui est derrière, c'est magistral comme implication. Je sais pas toi, Joe, qu'est-ce que tu as vu à date là-dedans? Là? Est-ce que ça résonne de ton côté? Là? Oui, ben clairement, comme tu le dis, moi, ce qui m'a étonné, c'est de voir aussi que rapidement, OpenAI, eux, ils ont comme annoncé l'inverse. C'est-à-dire qu'autant on sentait que la faveur publique était pour le principe qu'Anthropic a dit non, ben eux, ils ont fait non, non, nous, c'est correct, pas de trouble. Puis en passant, je sais pas que les Américains allaient faire ah oui, let's go, tu sais, tout le monde chez ChatGPT, tu sais. Puis rapidement, se sont retrouvés directement dans cette tourmente-là que là, tout le monde s'est dit hey, non, ChatGPT, qu'est-ce que vous faites là? Tu sais? Donc, j'ai été comme étonné du move public que OpenAI a fait en disant ben nous, il n'y a pas de problème, on va la signer l'entente avec le gouvernement de Trump. Là. Fait que c'était particulier, entre autres. Puis des fois, tu sais, ça revient à se demander avait-il vraiment le choix, tu sais, ultimement, tu sais, voyant un peu comment les dernières actions du président fonctionnent. Tu sais, tu te souviens, dans le passé, il avait déjà Mhm. tenté aussi d'exercer de la pression sur Google, etc. Ouais. Donc, je suis comme un peu... je veux pas lancer la roche aux gens d'OpenAI, mais en même temps, je trouve que c'est un peu étrange la façon dont ils ont abordé le dossier, mettons. En fait, il semblerait que, je lisais ça ce matin, il semblerait que Sam Altman de OpenAI a un peu rétro-pédalé là, un peu après, parce que ça s'est passé vendredi, tu sais, c'est un vendredi soir, le vendredi passé, en fin de journée où OpenAI a décidé de, en fait, comme l'Anthropic a dit, non, nous, on fera pas ça, on va à l'encontre de ce que vous nous demandez, on ne veut pas vous donner l'entièreté en mode carte blanche de notre AI. OpenAI a signé un deal dans les heures suivantes là, avec l'administration Trump, mais semblerait que Sam Altman a dit, écoute, pas je suis désolé, mais tu sais, je suis très conscient que ça a l'air un peu bizarre comme truc un vendredi décidé sur un coin de table, mais c'était pas nécessairement ça le truc. J'ose croire qu'il y avait
c'est pas la première fois que les discussions allaient entre OpenAI et l'administration Trump. Mais bon, il a tenu quand même à souligner là, que oui, ça c'était un peu weird que ça soit aussi rapidement que ça. Je le montrais précédemment, là, tu sais, donc le problème là-dedans, c'est que c'était l'administration Trump disait que c'était une menace nationale, là, qu'un cloud, qu'un Anthropic et Claude, la technologie Claude, ne soit pas livré à 100% au gouvernement. Donc, c'était vraiment un gros problème pour eux. Euh, ça, ça l'a amené au final quelque chose de quand même assez intéressant comme phénomène. C'est que là, il y a beaucoup de gens qui ont vu ça aller, beaucoup de simples petits citoyens comme toi et moi qui payent le 20$ US par mois pour avoir ChatGPT, qui se sont dit, écoute, moi, si c'est pour être de même, j'ai pas de fun là. ChatGPT, je l'utilise depuis le temps de la pandémie quasiment. Puis là, ben, ce serait peut-être le temps de réviser un peu où je mets mes billes par rapport à l'intelligence artificielle. Mhm. Et je rajoute même à ça que on avait ce qui rajoute à la polémique, là, c'est qu'il y a aussi, en plus de tout ça, un des dirigeants de chez OpenAI qui s'appelle Greg Brockman, qui aurait aussi qui a fait un don de 25 millions de dollars à l'administration Trump récemment. Fait que mettre tout ça dans le même melting pot, ça fait que la grogne des citoyens qui utilisent ChatGPT est omniprésente et ça a amené une grosse révolution qui est le hashtag QuitGPT. Que honnêtement, ça s'est dessiné dans ce terme-là. Je l'ai vu passer uniquement dans les derniers jours. Là, c'est très, très récent. C'est donc on pourrait dire un réveil des consommateurs, ni plus ni moins, qui est de dire, bon, ben écoute, là, moi, c'est, c'est, on va se retirer de cette plateforme-là en signe de contestation. Donc, ça change un peu je trouve que c'est une manière de contester qui est très, très, très intéressante, qui était pas, je sais pas toi, Joe, à quel point ça dit quelque chose, une manière de contester comme ça, où est-ce que je conteste pour quelque chose, je me désabonne de mon service, tu sais. On l'a vu un petit peu avec Netflix. Tu te souviens, Ouais, il y avait eu un genre de mouvement de contestation. Je me souviens ouais. plus exactement c'était à quel propos, mais je sais qu'il y avait eu des gens qui encourageaient. Je pense que c'est dans le mouvance ici au Canada là, du boycott américain, étant donné là, justement que tu sais, le président Trump a imposé des tarifs et tout. Je pense que c'était ça la base. Fait que les gens disaient ben, tu sais, coupons notre compte Netflix pour démontrer qu'on va encourager notre économie ici, etc. C'est ça. Je sais C'est qu'il y ça. avait eu un peu. Fait que, tu sais, oui, il y a ce phénomène-là qui se présente, mais sous forme de OK, mais on va l'appliquer à des services numériques dans ce cas-ci. Donc, Mhm. c'est pas inintéressant, je trouve. Je sais pas si en date du début du 2 mars, là, tu sais, il parlait d'1,5 million, tu vois. Fait que, tu vois, là, t'es rendu à 2,5 millions. Fait que c'est quand Ouais. même majeur là, comme départ, là. C'est majeur, en effet. Là. Tu sais, je disais hier que ça dépend à qui tu parles. Là. Il y en a que ça varie entre 750 000 jusqu'à 2,5 millions. Reste que c'est quand même une bonne partie du bateau qui est en train de débarquer pour aller vers une autre plateforme. Je voyais énormément de clips TikTok où les gens disaient, voici. En fait, même, si je me trompe pas, l'équipe d'Anthropic a fait même une espèce de petit guide manuel pour pogner ton stock, pogner tes valises de chez ChatGPT, de les ramener de l'autre bord le plus facilement possible. Donc, c'est quelque chose de gros. Tu vois, à droite, le plus 775 les gens sont allés mettre des 1 étoile. Tu sais, là, quand on te demande de voter sur une Ouais. application, bon, ben, Un bad ChatGPT, reviews. ouais, un mauvais commentaire, une mauvaise revue là, de ton app, là, une mauvaise cote. Donc, c'est en train de se passer. Toi, Joe, est-ce que tu vas annuler ton abonnement de ChatGPT? En fait, en avais-tu une? Je me rappelle même plus. Moi, quand j'ai switché à Gemini, Ouais. j'ai cancellé mon compte ChatGPT. Je me suis dit, ben moi, je fais un move, j'y vais. Fait que je suis 100% Gemini depuis ce temps-là, avec Voilà. beaucoup de tentations d'aller du côté de Claude, Ouais. parce que tout le monde m'en parle, là, évidemment. Tu sais, j'ai joué un petit peu avec, là, mais je vais voir, là, je suis curieux, là, parce que évidemment, oui, ça a l'air bien beau chez Google, mais la réalité, c'est que probablement qu'ils ont le même genre d'entente, mais c'est juste passé un petit peu plus en dessous du radar avec
dans le fond, les États-Unis, puisqu'on n'en a pas tant entendu parler. Donc, je ne serais pas étonné qu'ils ont un peu le même genre d'accord. Puis, ultimement, dans quelle mesure est-ce qu'on peut vraiment se protéger comme ça? Je ne le sais pas. Mhm. Depuis qu'on a parlé d'informatique quantique avec Martin Laforêt, je te dirais que ça m'a fait relativiser le principe de sécurité puis de cybersécurité. Mhm. Je sais pas toi, mais donc, Oui, je me dis, oui. bon, des fois, on met des efforts sur quelque chose qui est en réalité, je dis pas de ne pas faire attention, là, mais plus que dans des cas extrêmes où justement, si l'État décide qu'il veut avoir accès, il peut y avoir accès. Donc, Ouais, 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 absolument. On n'est pas à l'abri à 100%, ça c'est sûr, là. Ça c'est mais sûr. bon, à quelque part, je pense que ce qui est important, c'est de faire un geste avec ce qu'on achète ou on paye. Puis c'est un peu ça qu'il y a derrière QuickGPT, c'est que les Ouais. gens disent, ben, tu sais, c'est un peu mon vote, mon argent. Dans ce cas-ci, ben, dans la course au développement de l'AI générative, ben, je vais mettre mon argent chez Claude parce que c'est là que je crois pour l'instant qu'ils ont eu la meilleure réaction face au gouvernement. Puis ça, je suis quand même assez d'accord. Moi, la Ouais, seule ça chose qui me tient encore chez Gemini, c'est vraiment à cause de la façon dont c'est déployé dans l'écosystème, parce que j'utilise beaucoup les produits Google. Si c'était pas de ça, ben, j'aurais peut-être tendance à vouloir me promener d'un outil à l'autre, là. exact. Ouais, ouais, ouais. Puis ça évolue tellement vite, en fait, moi, j'ai fait le choix conscient de ne pas m'abonner sur des bases annuelles présentement parce que les choses bougent tellement vite que je vais sur du mensuel pour essayer, voir, m'adapter. Puis je vous invite fortement à faire des essais aussi de votre côté. Fait que gros, ça brasse là, au niveau de Claude qui prend une certaine pole position là, présentement, ou du moins qui est en grosse hausse présentement. Et peut-être aussi pour rajouter à toute l'histoire, mais on se rappelle aussi que OpenAI, il y a rien de rentable dans cette histoire-là. Mais en fait, je pense qu'il n'y a aucun, même au niveau de cloud, pas nécessairement non plus. Là, c'est très, très déficitaire pour l'instant parce qu'on mise sur le long run, si vous permettez l'anglicisme. Mais au niveau de OpenAI, on était déjà en train de, à chaque fois que vous faisiez un prompt sur une requête sur ChatGPT, ça faisait perdre de l'argent à quelqu'un quelque part là, déjà. Là, tu sais. Et là, ce qui se passe présentement aurait des pertes projetées là, de 14 milliards pour l'année 2026. Là, fait que c'est assez intense. Là. Il doit y avoir certains CEO qui n'ont pas de fun, notamment Sam Altman là, ici. Mais ça va peut-être devenir une opportunité pour un autre sujet dont on a discuté au début de l'année, à savoir que je disais qu'on parle d'Apple, des retards, des défis qu'ils vivent. Mais tu sais, Ouais. c'est OpenAI qui sont en train de tanker, sont en train de vraiment de, de devenir en situation financière problématique. Ben, soudainement, il y a peut-être un nom qui s'était dit de Sam Altman à Apple qui là pourrait se transformer en ouais, guys, ça vous tente toujours de venir à table pour jaser, tu sais. Ouais. 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 Why not, là, tu sais, je veux dire, à un moment donné, quand tu regardes un peu ce qui se passe sur l'échiquier, c'est pas impossible. Ou sinon, ben, ce qui peut arriver aussi, c'est une débâcle complète chez OpenAI, des talents, des gens qui sont là vers d'autres organisations, Ouais. pourraient se retrouver notamment peut-être chez Apple à essayer de relever un produit. Donc, ça va être intéressant à suivre, mais tu sais, je pense pas que c'est des bonnes nouvelles pour OpenAI. Non, non, c'est ça, exactement. On va suivre ça ardemment, toi et moi, dans les prochaines semaines. Je vous invite à aller tester Claude, là, je le dis au passage, là, pour taponner dedans un peu depuis 2 semaines déjà. On dirait que Claude Cowork est devenu mon meilleur ami. J'aurais le goût de me lever à 5 heures du matin tous les jours et de me coucher très tard à juste faire ça, tellement il y a beaucoup de plaisir à en tirer parti. Je voyais beaucoup de gens qui sont pas nécessairement des programmeurs qui s'exprimaient en ligne en disant j'en reviens pas, je rêve la nuit à des features que je pourrais builder, puis je pense à qu'est-ce que je pourrais construire, puis il y a une armée de gens non codeurs qui surgit de la planète Terre en ce moment. Donc ça va être curieux, intéressant de suivre ça aller, là, de voir ça aller.
Ouais, vraiment. Très, Mmh. très, très, très hâte de voir un peu aussi, tu sais, le phénomène, m'est étendu sur, peut-être quelques années, de Ouais. voir un peu, les nouvelles générations qui vont vivre directement avec ces outils-là, comment ils vont l'exploiter, comment ils vont l'utiliser aussi. Je trouve que ça va être intéressant. Ce qui nous amène, Joe, au sujet que toi, tu voulais amener de ton bord, puis là, on reste dans le côté guerre un peu, ce qui est pas quelque chose qui nous fait particulièrement triper, mais c'est ça en ce moment, puis il y a de la tech dans la guerre présentement, là, tu sais. Ouais, exact. Bon, c'est jamais un sujet que tu veux traiter qui est nécessairement le fun. Je pense qu'on ne traite pas ni un ni l'autre sur le principe qu'il y a une guerre qui s'est déclarée entre l'Iran, puis Israël, puis les États-Unis. Mais évidemment, sous notre œil, on a tout de suite perçu des éléments technologiques qui étaient intéressants à discuter. Puis c'est un peu ce qu'on voulait apporter aujourd'hui. En tout cas, moi, ce qui m'a frappé, c'était un peu un genre de renversement dans la façon dont la défense aérienne ou l'attaque, disons aussi, pouvait se passer. On a toujours été habitué dans le passé là, au classique je te bombe, j'essaie d'utiliser des systèmes antiaériens pour arrêter les missiles. Mais là, on est rendu dans une situation où on ça coûte excessivement cher de se défendre parce qu'on a des Mhm. systèmes où on utilise des missiles intercepteurs, entre autres, qui peuvent coûter jusqu'à 50 000 par missile. Et on va peut-être aller même un petit peu plus loin si on va sur un Patriot, par exemple, qui est un missile qui peut coûter 2,5 millions, mais pour contrer une attaque de drone. Donc, si j'avais eu le temps ce matin, j'aurais eu mon chandail de Star Wars. Mais, puis vous allez voir, il y a même des références encore plus importantes plus loin, mais Ouais. Attack of the Drone, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, on peut fabriquer à petits coûts des drones qu'on va utiliser de la tech pour contrôler et envoyer massivement sur une cible. Et là, ben, Mhm. ça coûte 50 000 à 2,5 millions à essayer de contrer ces petits appareils-là qui coûtent 20 000 à 50 000. On voit ici sur l'image, le poids n'est pas le même à gauche et à droite, là. Exactement. Donc, c'est quand même impressionnant. Donc, ce petit drone-là du côté iranien, on l'appelle le Shahed 136. Donc, qui est l'équivalent, le surnom qu'on lui a donné, c'est le AK-47 du ciel. Donc, ça a une portée jusqu'à 2000 km, ce qui est à peu près comparable avec ce qu'on connaît actuellement quand on entend parler des engins, des charges explosives tout aussi importantes et dommageables. Mais c'est surtout le temps de conception et le coût de fabrication qui est particulièrement intéressant dans ce modèle-là parce que c'est simple à Mhm. bâtir, ça coûte pas cher et ils peuvent en déployer rapidement, ce qui n'est pas nécessairement le cas avec les missiles comme le Patriot ou d'autres appareils plus coûteux. Donc, on se C'est retrouve fou. dans une guerre un peu inversée où Mhm. justement, on aurait pensé jusqu'à tout récemment que développer des armes coûteuses devenait un problème pour les pays qui n'en avaient pas les moyens pour se défendre ou pour attaquer. Alors que là, à l'inverse, on peut utiliser ces tactiques-là pour tenter d'épuiser les coffres d'une nation riche qui essaie de nous attaquer à grands coûts, à grands frais, ou nous, on attaque à grands frais, à peu de frais, mais qu'eux doivent se défendre à grands frais. Donc, c'est quand même intéressant. On a vraiment renversé cette tendance-là. On se retrouve dans une autre, carrément dans une autre dimension, si on peut dire, parce que euh, c'est vraiment le principe du swarm. Donc, on utilise plusieurs drones qu'on synchronise ensemble, puis qu'on envoie sur une cible en se disant, ben, écoute, c'est sûr que si jamais on se fait détruire notre essaim de drone, ben, ça va nous avoir coûté moins cher que ce que ça leur a coûté en défense. Et aussi, si on atteint notre cible, ben, il y a plus de chances qu'on l'atteigne étant donné qu'on a envoyé tellement de drones ensemble que quand même qu'il y en aurait quelques-uns au passage qui seraient détruits. Ben, il y en a peut-être quelques-uns qui ont plus de chances de percer. Donc, C'est c'est fou, là. Moi, je me rappelle encore, là, la compagnie DJI, là, DJI, là, on a tous eu un cousin là, qui s'est acheté, ou un frère qui s'est acheté un drone DJI là, qui est plus pour le plaisir. Là, puis on voyait ça, puis ça, hey, je m'en vais faire une ride de vélo, puis là, le drone, il me suit. Là, puis là, je descends en ski le Mont-Saint-Anne, puis le drone, il me suit, il fait un 360 autour de moi. Yes, that was only the beginning, my friend. Tu sais, là, on est ouais, rendu au spectre, à l'opposé complètement, ou du moins, on est rendu à une étape.
qui paraît logique. Là, à la limite, je comprends que c'est logique qu'au niveau de la guerre, on puisse utiliser ça maintenant. Puis les départements de la défense, l'ingénierie, la recherche et développement derrière ça a amené ça au niveau extrême dont tu nous dépeins là présentement. Puis on est rendu avec ça, des guerres, des drones, pas d'humains dans les airs, juste des bébelles qui volent tout seuls puis qui savent où sharpshooter puis tomber sur quelqu'un, capoter. Ouais, puis tu sais, quelque part, tu sais, ça ramène ça toujours à une perspective qu'on essaie d'amener, c'est qu'à chaque fois qu'il y a du développement technologique, il faut penser que souvent, il y a de l'argent militaire derrière. Tu sais, tu l'as dit avec G. Ah ouais, c'est cool, parfait. Tu sais, je pars en ride the bike, j'ai un drone qui me suit, qui capte les images, mais tu sais, c'est ça, la tech derrière ça est développée principalement beaucoup avec des usages avec des usages militaires. Donc, tu sais, puis on parle souvent de robotique, puis à chaque fois qu'on parle de robotique, inévitablement aussi, tu sais, l'impact militaire est toujours quelque chose qu'on voit, parce qu'on a vu passer, entre autres, des vidéos où on voyait des utilisations ou des contextes où le robot est en mode combat, et cetera. Donc, aujourd'hui, ce qu'on voit vraiment avec cette, situation-là, c'est OK, ben, tu vois, le drone qu'on a vu comme un appareil, comme quelque chose qui était très, comment dire? Intéressant d'un point de vue loisir, est Ouais, c'est ça. devenu finalement une arme redoutable, tu sais. Donc, ça, je trouve que c'est important de réfléchir à ça, mais Mhm. en même temps, on ne pourra pas empêcher les gens de développer des technologies, puis qu'après, évidemment, on y voit un impact militaire, là. Absolument, absolument. Ouais, ouais. Puis évidemment, ben ça, le fait que là, maintenant, ben, on a plein de drones, puis on a cette situation-là où on se retrouve avec des armes coûteuses pour essayer de détruire des armes qui ne le sont pas. C'est-à-dire que les drones, eux, ne coûtent rien, mais ceux qu'on utilise dans ce qu'on appelle le fameux Iron Dome, euh, coûtent cher, donc à 50 000 à 2 millions. On a regardé vers des nouvelles technologies, puis une des nouvelles technologies qui est en train de transformer un peu la défense, c'est le Iron Beam, dans le fond, qui est un laser, ni plus ni moins. Donc, vous voyez, quand je vous disais qu'on s'en va tranquillement vers mon T-shirt de Star Wars, que je n'ai pas. Mais donc, donc l'idée, ben, on est en train de développer une défense contre ces drones-là à faible coût. Donc, tu sais, c'est des produits qu'on a commencé à entendre parler plus au début des années 2025. Puis il y a eu dans les derniers mois, dans le dernier mois, je dirais même, une première utilisation qui a été faite de cet appareil-là. Mhm. Donc, c'est développé, entre autres, par la société israélienne Raphaël, qui ont développé, dans le fond, le premier Iron Beam. Donc, on parle d'un coût là, environ là, de 2 à 5 par tir pour neutraliser, dans le fond, un drone. Donc, on comprend, un laser, ce que ça a comme capacité, c'est de chauffer, littéralement. Donc, la promesse, c'est qu'on est capable de passer à travers la coquille du drone à bas coût pour être capable de le neutraliser. Puis, donc, on est comme dans la science-fiction, littéralement, où on C'est dingue. utilise. C'est dingue. Donc, vraiment, tu sais, tout ce qu'on a besoin, c'est une source électrique. On branche cet appareil-là, qui est un laser sur une tête pivotante, qui est aussi connecté à un système, de détection, tu sais, à du matériel qui nous permettent à ce moment-là de dire: «OK, bon, ben, on a un système de défense opérationnel qui est en mode autopilote». Donc c'est complètement fou de penser à ça. Donc on passe avec des systèmes comme ça on peut penser dans des villes modernes qui ont besoin d'assurer une défense contre les drones Mhm. avec des beams comme ça qui pourraient être installés, à des endroits, précis, en prévision d'avoir à se défendre d'une attaque, donc sur le top d'un building ou quoi que ce soit. Donc, ça vient comme complètement changer un peu, la perspective. La seule différence, c'est que pour le moment, il y a quand même des petits points négatifs qui viennent avec ces, beams-là. OK. C'est qu'on va seulement assurer une distance jusqu'à 10 kilomètres. Donc ça n'empêche pas, qu'il y a d'autres types de missiles qui, eux, vont être beaucoup plus hauts. Donc on ne peut pas nécessairement les atteindre. Donc on a ce qu'on appelle des Arrows, qui sont des missiles qui vont passer, beaucoup plus haut dans les airs. Donc on ne peut pas les atteindre avec ça. Fait qu'on comprend que ça s'insère dans une couche de défense, tu sais, qui va nous permettre effectivement de gérer à plus basse altitude avec Exact. donc là, on se retrouve avec un genre de melting pot de plein de technologies pour assurer une défense.
Mais là vient s'ajouter une défense bon marché qui est le laser, qui est quelque chose qui est plus qui fait allusion un peu à la science-fiction. Pour nous, Ouais. tu sais, quand on pense à ça, on se dit: «Ah mon Dieu, le laser», tu sais, c'est comme si on y a tous pensé qu'un jour ça pourrait servir comme on l'imaginait peut-être dans les films. Ben, c'est pas mal ça. On peut même aller plus loin que ça. On peut dire aussi que, la prochaine frontière, c'est des lasers aéroportés. Donc, ces fameux lasers-là qu'on met au Oh. sol, ben, qu'est-ce qui va nous empêcher de les mettre sur un avion, sur un appareil de chasse? T'es swing sur le dos d'un avion, puis en wait, tu pars avec ça, toi. Avec le même principe qu'on encore une fois, on peut aimer, on peut, littéralement orienter le laser en plein vol, puis, l'utiliser pour, intercepter des missiles balistiques hypersoniques au-dessus de la couverture nuageuse, parce que c'est ça l'enjeu actuel. Il y Puis a aussi encore ce là, facteur-là, parce que si justement, c'est nuageux, s'il y a de la pluie ou quoi que ce soit, ben là, on se ramasse avec un couvert qui va empêcher d'utiliser efficacement le laser. Mais avec l'avion, ben, on peut passer au-dessus de tout ça, puis être mhm. très mobile, très efficace. Encore là, avec personne à bord, puis ça saute au genre, tout ça, cette histoire-là, puis ça fait ce que ça a à faire. C'est assez incroyable, là. Eh Puis tu sais, ce boy. que tu amènes est important aussi, c'est ça, c'est que ça se combine dans le sens où, tu sais, tu dis, bon, ben, fait que le point que tu amènes, c'est qu'on peut avoir des avions de chasse aujourd'hui qui n'ont pas de pilote. Donc, un avion de chasse qui est en mode automatique avec un outil comme le laser. Tu sais, là, Mhm. on vient de passer un avion de chasse, peut-être qui coûte beaucoup moins cher à produire, puis qui a Ouais. des moyens d'attaque ou de défense qui sont très peu coûteuses, très peu coûteux. La seule nuance, c'est que le fait qu'on perd un peu le principe du sol, ben évidemment, il y a une durée maximum de la batterie, hein. Mhm. Parce qu'on va Ouais. devoir utiliser d'énergie pour faire fonctionner ces fameux lasers-là. Fait que, cela dit, j'imagine que c'est encore là moins coûteux que d'avoir à monter un certain nombre d'ogives ou de missiles sur un chasseur, puis d'avoir, encore une fois, à les jeter, tu sais, à les utiliser, puis qu'ensuite on doit revenir à la base pour recharger, là. Mhm. Donc, je pense que probablement si, on regarde ça à l'heure actuelle, puis qu'on pense plus en mode batterie, en mode système, de recharge, ben que ces appareils-là, pour avoir une grande capacité de stockage énergétique, puis puissent utiliser, justement ce fameux, laser-là, probablement plus que ce qu'ils pourraient le faire avec des, missiles traditionnels. Donc c'est complètement fou. Ouais, ouais. Puis tu fais. Fait que on en a peu parlé de ça là, dans notre quasiment 2 ans de podcast Intersection, de l'aspect, on a parlé oui de l'aspect politique, mais de l'aspect de la techno dans la guerre en tant que telle, c'est autant que c'est extrêmement épeurant, euh, mais autant que c'est quand même fascinant de voir où ils peuvent amener tout ça. Euh, je trouve que c'est important de comprendre un peu comment se déroulent les guerres en date d'aujourd'hui 2026, puis comment va se dépeindre le portrait des futures années lorsqu'il y a, parce que c'est pas la dernière guerre qu'il va y avoir, malheureusement, les amis, là. Fait que je trouve ça très, très pertinent de comprendre un peu que autant cette tech-là nous touche positivement, nous, comme un immortel, mais en mode recherche et développement, ça peut donner des armes assez massives de destruction, là. Ouais. Oui, puis tu sais, la perspective qui est importante dans tout ça, c'est que, tu sais, ben, nous ici au Canada, on s'est toujours senti grandement protégés par nos voisins, et par ça, mais on le voit, là, les réalités font en sorte que rapidement, on s'est retrouvé dans une situation avec un président américain qui nous a clairement dit, ben, moi, pourquoi je vous défendrais? Vous mettez pas assez d'argent dans l'OTAN. Mhm. Ouais. Puis là, tu sais, on se retrouve dans une guerre économique avec eux. Puis là, ben, hop, à côté, il y a une guerre qui éclate avec le Moyen-Orient. Puis on Mhm. fait comme, hey, ben, ça a pas l'air tant sous contrôle que ça. Je sais pas toi, là. Mais moi, ma perspective actuelle, je regarde ça, je me dis: «Caroline, C'est je trouve fragile, cette pas que» histoire-là, là. ouais, c'est fragile en tabarouette, tu sais. Ouais. Fait que c'est intéressant d'amener ça puis de se dire: «OK, bon, mais c'est là, c'est les guerres actuelles qui nous amènent à voir un peu comment la tech, a évolué, où on en est rendu». C'est des choses qu'on a entendu parler. Moi, je trouve ça fascinant qu'on soit sur un principe où là, on parle d'une défense
avec des lasers et des attaques avec des drones à faible coût. Donc, ce que ça prouve, c'est que, tu sais, finalement, l'imaginaire, on parle souvent de science-fiction, on dit: «Hey, mais regarde qu'est-ce qui» on voit des choses qui frappent notre imaginaire, puis on se dit: «Oh mon Dieu, mais si ça pourrait arriver». Ben, c'est ces pensées des fois dans la science-fiction, puis vraiment avec on ne s'est pas téléporté encore, on est d'accord? Tu sais, c'est quand même impressionnant de voir qu'il y a plusieurs choses qui ont plus atteint notre esprit comme quelque chose qu'on pourrait imaginer dans un futur, mais le futur est plus proche qu'on le pense parfois. Ouais, tellement, tellement. On va continuer de suivre ça, pour vous, messieurs, dames, là. C'est, super fascinant. Hem, Merci Joe. Fait que, c'était un bon topo. Puis tu sais, dans les 2 cas, donc, je pense que c'est, on aborde autant le concept d'intelligence artificielle dans un contexte de guerre que les nouveaux outils technologiques qui vont permettre, de mener ces guerres-là. Ouais, la guerre, c'est pas une raison de se faire mal. Donc, voilà, c'était ma quote une deuxième fois de La guerre des tucs. On ça en file-tu une couple de petites? Ah oui, On avait certainement. quelques autres sujets. Tu avais, Joe, parlé de RDI sur Prime et moi, j'ai pas vu ça passer une seconde. Il semblerait que dernièrement, ici RDI s'en va sur Prime Video. Ouais. C'est quand même, gigantesque comme truc, là et donc on voit ici un titre de la presse, là, «L'entente qui ne passe pas», là, ici, là. Exact. Donc un peu comme d'autres, chaînes l'ont fait, Prime a comme ouvert, son catalogue, à d'autres, câblos, si on peut dire, ou à d'autres diffuseurs. On peut maintenant aller, s'abonner comme on le faisait, sur Bell Fibre ou sur Vidéotron, à partir de Prime à des chaînes qui viennent de d'autres, horizons. Donc c'est quand même intelligent quand on y pense de se dire: «Eh ben, on s'abonnait jadis au câbleau pour pouvoir ensuite avoir accès à des chaînes, ben, Mmh. maintenant, on s'abonne à Prime et on peut avoir accès aussi à des chaînes en dehors de ce que Prime nous donnait eux-mêmes comme produit, que ce soit à travers Prime Video ou par rapport à certaines diffusions live qu'ils ont fait. Mais là, c'est un peu intense comme move, là. Je veux dire, une chaîne de Radio-Canada payée par nos impôts canadiennes se retrouve sur une plateforme américaine. Ça en dit beaucoup sur la place d'Amazon dans les foyers canadiens. Oui. Hem, Vraiment beaucoup, là. Absolument. Puis tu sais, en fait, c'est que je pense que CBC Network, qui est l'équivalent anglophone, était déjà présent, depuis un certain temps, sur, Prime Video, mais où est-ce qu'il y a eu une levée de bouclier? C'est vraiment ici du côté francophone, quand on a dit: «OK, ben RDI, ici RDI va être proposé comme une chaîne sur Prime Video». Là, évidemment, il y a une montée, au bouclier, de dire: «Ben, ça Mmh. a pas de bon sens qu'on accepte finalement, de joindre Prime qui actuellement fait plus de dommages à l'industrie, du moins pour ceux qui se retrouvent dedans puis qui cherchent à continuer de ressortir en dehors de ces grandes plateformes-là. Fait qu'on est dans une dynamique où, hem, il y a des utilisateurs qui sont là, qui consomment, puis de l'autre côté, ben on a des diffuseurs qui se disent: «Crime, faudrait changer les habitudes». Mais est-ce que les gens seraient prêts à installer ici RDI comme une application en dehors de Prime, puis de s'abonner versus Ou s'abonner pas. à l'intérieur de Prime, puis d'avoir accès aussi à l'intégralité d'un catalogue plus étendu? Ben, tu sais, on dirait je fais faire un drôle de parallèle, mais toutes les espèces de chaînes un peu, de deuxième degré, genre, Casa Network, les Z, Canal Z, le Canal D, tu sais, puis il y en a plein d'autres, là, parce que ça fait longtemps que je n'écoute pas ces sous-postes-là. Ils ont jamais été frontés comme on va dépenser pour un app dédié à Canal D ou Casa Network, l'affaire des rénovations, on va avoir une application juste pour ça. Ils se sont toujours émissés dans un bundle existant, puis fait que c'est un peu la même affaire, ce que tu me dis là. C'est on va se placer à un endroit où il y a une offre plus globale, puis on est une des offres là-dedans, là, tu sais. Puis tu sais, pour me ramener encore plus à ce qu'on disait un peu plus tôt aussi, on disait, ben, tu sais, acheter, c'est voter, là. Donc, ce qui est quand même étrange, qui est quand même particulier dans le cas d'Amazon, c'est que on va souvent dire à la blague: «Ah, je vais arrêter d'acheter sur Amazon» ou je vais enlever mon abonnement et tout ça», mais on dirait qu'Amazon
multiplie les actions qui font en sorte qu'ils deviennent un incontournable. Donc là, dans ce cas-ci, ben, si demain matin, je cord cut, donc Coupe le j'élimine tout cordon. abonnement au câble que je peux avoir, ben, si je veux écouter RDI, ben, peut-être que je vais considérer prendre un abonnement à travers Amazon parce que c'est ça que j'ai dans ma télé, tu sais. Mhm. Donc, quand même assez, ils sont très, très, chirurgical chez Amazon, là, tu sais, les ententes, qu'est-ce qu'ils signent, comment ils développent, là. C'est un joueur que c'est, on n'en entend pas parler tant que ça d'Amazon quand on y pense. Tu sais, ils sont là, sont déjà très présents, sont déjà très forts, mais on dirait que, hop, on se soucie de Google, on regarde Apple, on regarde Microsoft, on regarde des grosses sociétés, mais Amazon, oui, on en parle, font partie un peu de ce portefeuille-là, mais Ouais. à mon sens, je ne sais pas le poids des fois quand on compare, puis la vitesse avec laquelle ils ont de la progression versus les autres, c'est quand même fascinant. C'est comme plus silencieux un peu, c'est plus sournois un peu, là, tu sais. La meilleure exemple, je pense, c'est check le nombre de trucks Intelcom qui sillonnent nos rues au Québec. Oui, I- c'est vraiment Insane. fou, là. Oui, vraiment. Puis, tu sais, Puis ça avance, là, tu sais. puis je pense que, tu sais, on aurait tous la difficulté actuellement à s'en passer, dans le sens où, oui, on veut encourager localement. Je voyais même une publicité, il y a pas longtemps où ah oui, c'était pour Sac Magique. Si vous voyez passer cette pub-là, Ouais. qui passait à la télé. Donc Sac Magique, qu'on nous dit, ben, c'est un produit québécois, fabriqué avec, des produits québécois, livré vendu à 60 sur Amazon et c'était une pub d'Amazon. Ah ouais, hein? Donc Ouais. dont l'objectif était de dire: «Hey guys, c'est pas parce que vous achetez chez nous que vous encouragez pas québécois». That's it. That's it. Tu sais? Donc c'est quand même fou. Fait que c'est comme s'il disait: «Ben, si vous arrêtez», tu sais, ultimement, arrêter d'acheter chez Amazon, c'est comme dire: «Ben, vous mettez en danger des entreprises québécoises qui actuellement ont 60 de leur business qui proviennent de chez nous». C'est un peu ça le message, là. Regarde, enlève de l'équation qu'ils sont américains, là, puis tout le monde est bien heureux, là. Dans le sens, on dirait que c'est la seule affaire qui fait titiller un peu parce que, hormis ça, tout le monde achète là, guys, là. Totalement, Fait totalement. que, puis qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, il y en a plus de panier bleu, les chums. Il y en a plus de panier bleu, là. Non, C'est mort, ça, cette histoire-là, depuis un bout déjà. Fait que Amazon est là pour rester, dans mon sens à moi, puis c'est normal, je pense qu'on voit qu'il commence qu'il continue à progresser dans les habitudes diverses, non seulement d'achat, mais du télévisuel et plein d'autres trucs aussi, là. ben, tu sais, c'est sûr que ce qui est bien, puis il faudra voir dans les prochaines années, c'est dans quelle mesure est-ce que Amazon, en tant que créateur de ou du moins pas créateur, parce que ben, ils vont pas le créer, mais ils vont financer, souvent, des produits, donc que ce soit des séries, que ce soit des films, ou des trucs comme ça, vont le faire, mais en injectant quand même de l'argent ici aussi. Exact. Parce que je pense que c'est l'enjeu principal dans le milieu culturel, c'est d'être sûr qu'il y ait de l'argent qui soit investi pour qu'on continue de développer des films, puis que notre culture continue de rayonner. Donc, il y a toujours la crainte de faire en sorte que on voit qu'il y ait moins d'argent accessible pour la culture ici, pour développer des films québécois. Donc, va falloir regarder ça à l'œil attentivement. Absolument, absolument. Peut-être dans nos petites dernières, tu nous as envoyé quelque chose de super intéressant. Je le partage à l'écran. Euh, Toi, Joe, tu as une voiture électrique, hein, encore? Oui, exact, Oui, hein? Tu es toujours. un fervent utilisateur d'une voiture électrique. Tu Ma nous as Ioniq, envoyé. survit, toujours à son premier ICCU. Donc, pour ceux qui ont des voitures électriques, Ouais, c'est quoi mon ça? ordinateur central n'a toujours pas lâché. Donc, OK. je pensais d'ailleurs faire des stickers. Je me dis que ça serait peut-être, Ouais, vendeur, tu sais, Genuine ICCU. that's nice. Pour ceux qui se demandent pourquoi, c'est qu'il y a un enjeu quand même considérable actuellement avec, pas juste Hyundai, mais, d'autres fabricants qui utilisent aussi exactement le même système parce que ça arrive souvent avec, des ordinateurs centrales là, qui deviennent, défaillants, qui touchent quand même un bon pourcentage là, de la flotte actuellement. Donc comme quoi, oui, les véhicules électriques, c'est intéressant, mais bon, comme toute nouvelle technologie, des fois, il peut y avoir des petits enjeux. Tout ça pour te dire que oui, effectivement, voiture électrique, dans le Ouais. fond, ce qui est tombé sous mon œil, c'est la batterie, la Blade 2.0, de BYD.
on a entendu parler de BYD, dans le fond, comme un constructeur, chinois qui allait potentiellement avoir accès au fameux marché canadien sur le nombre d'unités, là, je me souviens plus, je pense que c'est peut-être 30-35 000 unités qui pourraient être, vendues, suite à une entente qui avait été faite entre le gouvernement canadien et le gouvernement chinois dans la foulée de toute, si tu veux, cette, politique aérienne avec les États-Unis sur les tarifs, et cetera. Donc c'était comme une façon pour Carney de dire: «Ben, hey, les États-Unis, vous voulez nous faire chier, ben, nous aussi, on est capable de le faire», sans leur taper trop ses doigts, mais juste en donnant un petit coup de coude en disant: «Ben, ça donne que nous, on va accepter qu'il y ait des véhicules chinois qui rentrent sur notre marché». Mmh. Et BYD ont lancé cette batterie-là, avec, moi, ça m'a vraiment marqué. Donc, une recharge ultra rapide à -30, donc, quand même impressionnant. Une batterie qui peut passer de 20 à 97 en 12 minutes, même si la voiture est restée pendant 24 heures sans préchauffage. Ah non, puis au Donc, fait, là, pour ceux qui nous regardent en visuel, là, je veux dire, c'est une voiture complètement congelée là, à fond la caisse pendant 24 heures. Là. fait qu'on parle d'une différence de 3 minutes, dans le fond, avec une température ambiante, donc de différence. Donc le véhicule se recharge déjà très, très vite. Donc on peut récupérer là, en mode ce qu'on appelle le fast charging avec des bornes qui vont être à 1500 kWh. On va récupérer genre 400 km d'autonomie là, en 5 minutes dans des conditions optimales. Fait qu'on se rapproche de plus en plus de ce qu'on connaît de la recharge d'un véhicule à essence. Donc, tu Mhm. sais, veux pas, t'arrives, tu sors, tu prends le gun à essence, mets ça dans l'auto, recharge. Tu sais, dans le fond, lorsque c'est pas recharge, mais mets de l'essence. Donc, tu sais, 5 minutes, là, pas mal ce que ça va prendre au minimum. Mm. Donc dans ce cas-ci, là, faire 400 kilomètres en 5 minutes, on commence à être dans un scope qui ressemble énormément à celui-là du véhicule traditionnel. Ce qui est, ce qui est un peu le Holy Grail que tous les constructeurs veulent atteindre, là, qui est d'enlever toute friction à l'utilisation d'une voiture électrique, surtout dans un environnement, un écosystème nordique, là, comme par Ouais. exemple ici au Québec. Là, c'est ça la crainte majeure de tout le monde. Je suis sûr qu'on si on jasait à tous les constructeurs, à tous les représentants aux ventes des concessions ici au Québec qui vendent de l'électrique, la problématique majeure qui est la première citée, j'ose croire. Puis il y en a 2. Il y a oui, la capacité de conservation par les grands froids. Puis dans ce cas-ci, ce qui est intéressant, c'est que cette batterie-là, cette tech-là, va nous permettre une perte de 15. Donc, ce qui est quand même très considérable versus la réalité actuellement, qu'on va être plus autour de 40. Donc, Mhm. on a un gain très appréciable. On a aussi une autonomie. Tu sais, on parle de des véhicules chez BYD là, qui vont atteindre le cas le cap très symbolique des 1000 kilomètres. Donc Mhm. là, on est vraiment ailleurs. On est rendu avec un comme je le disais à tout le monde que je croisais puis qui me faisait la blague: «Ah ouais, tu sais, ton autonomie avec, ton gros iPad sur roue». Ben, la réalité, c'est que là, on trouve ça bien drôle aujourd'hui, mais on est dans le moment modem 56K des véhicules électriques, oubliez pas ça. Tu sais, on s'en va vers la haute vitesse, là. Tu sais, tantôt, on n'en parlera plus d'autonomie, puis on n'en parlera plus du temps de recharge parce que la technologie va avoir tellement évolué qu'on va pouvoir regarder dans le rétroviseur et dire: «Hey, te souviens-tu dans le temps comment c'était compliqué un véhicule électrique au début, puis que maintenant, on parle déjà de la prochaine technologie probablement», tu sais? Exact. Donc, faut Ça faut va garder vite. ça en tête, vraiment. Ça va vite, les amis, la techno, ça va vite. Ça en est étourdissant, mais vous pouvez compter sur vos deux jeunes padawans pour vous informer de toute cette technologie qui avance extrêmement vite. Là. Très Puis cool. juste pour faire un petit croche là, sur la tech qui est utilisée, là, donc c'est un peu un principe électrolyte optimisé chez côté BYD, ce qu'ils ont fait. Parce que l'enjeu, le froid, c'est la viscosité. Dans le fond, ce qui va faire en sorte que si on a tu sais, un liquide qui vient froid, ben, il va se densifier. Donc, ils ont réussi à développer un mélange chimique qui fait que la viscosité va rester facilitée. Puis que dans le fond, au niveau de ce que ça prend, au niveau de la chimie pour assurer la recharge, puis pas réduire la densité, ben là, on optimise ça. Donc, tu sais, s'ils ont annoncé qu'ils sont déjà sur un 85 de capacité à -20, ben, on peut s'imaginer que dans 1 an, tu sais, dans 2 ans, dans 3 ans, où est-ce qu'on va être rendu avec ça? Donc, vraiment intéressant. Puis, tu sais, ces véhicules-là, avec cette technologie-là, ont commencé à être livrés, là. On parlait de mars 2026. Donc, normalement, ça veut dire que c'est des véhicules, que c'est des technologies qu'on pourrait voir déployées ici au Canada si c'est BYD qui fait partie des 35 000 unités, 40 000 unités qui vont être vendues au Canada.
Puis pour avoir été, j'en ai parlé un peu précédemment, mais pour avoir été au Costa Rica dernièrement, le BYD était partout au Costa Rica. Je veux dire, on connaît pas ce constructeur-là beaucoup ici, mais c'est énormément connu dans bien des pays en ce moment. Fait que ça serait pas fou d'en voir sur nos routes éventuellement. Vraiment. Donc, bien hâte de voir, comment tout ça va évoluer. Yes, yes. Cool. Ben écoute, Joe, beau tour de roue, je pense, au niveau des sujets de ce matin. Pas mal de bons stocks au niveau de notre. En fait, on va nommer ça comment? On va-tu mettre un titre à la Star Wars pour cet épisode-là, là, vu qu'on est très, très dans des drones? Faut Ouais, qu'on on va soit. essayer de trouver quelque chose de funky, effectivement. L'Exode AI et Attack of the Drone. Exactement. Bref, pour les Star Wars geeks, vous allez être sûrement servis. Donc, ben merci Joe. Beau Yes. tour de roue, puis on se recroise dans un autre épisode du podcast Intersection. Et encore là, merci à ceux qui sont là à écouter nos épisodes. Puis, n'hésitez pas à commenter là où vous écoutez nos épisodes. Alors, Bien, merci à tout le bonne monde. journée. Yes, bonne semaine.